Le journal de 8h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est une conséquence logique de la hausse de la délinquance en France. Les prisons sont chaque jour davantage surpeuplées. Plus de 80 000 personnes incarcérées pour seulement 62 000 places. Ce week-end, la justice a reconnu l'indignité des conditions de détention au centre pénitentiaire de Toulouse-Seyss. Un environnement de travail très difficile pour les surveillants, toujours plus sollicités et toujours plus menacés. Margot Bongrand. La prison est surpeuplée à plus de 180%, un seuil bien au-dessus de la moyenne nationale à 135%. Ce sont donc des conditions de travail dégradées selon David Mathieu du syndicat des personnels pénitentiaires. Si on parle de conditions humaines trop dans une cellule, c'est inhumain pour les surveillants qui travaillent dedans. Quand on arrive dans l'aile, on a 150 détenus à s'occuper, on est seul. Et quand on ouvre une porte, on a 3 détenus. Donc forcément, ça n'engendre pas les mêmes rapports. Plus ça va, plus ça augmente. Et puis ça n'a pas l'air de s'arrêter. D'habitude, quand on arrivait l'été, les détenus sortaient, on pouvait un peu souffler. Là maintenant, on ne souffle plus du tout. Dans ce climat tendu, le surveillant s'inquiète pour sa sécurité. Il nous menace, il nous insulte, il provoque les agents qui font des heures supplémentaires en pagaille, avec des horaires bien sûr en décalé. Ça pose un problème de fatigue, d'usure mentale et l'inquiétude, elle va de jour en jour en fait. On va au travail, on ne sait jamais si on va ressortir du travail sans avoir une blessure. Des fois pour s'en sortir, ils préfèrent agresser un surveillant que de s'agresser entre eux. Ils se disent qu'ils vont avoir moins de problèmes ou ils vont être seuls en cellule au quartier disciplinaire ou voilà. Avec ces conditions, certains accompagnements sont complètement délaissés, notamment concernant la réinsertion des détenus. Margot Bongrand, correspondante d'Europe 1 en Occitanie. À l'heure où la France réinvestit massivement dans sa défense, cette question ce matin, les jeunes Français sont-ils encore prêts à s'engager pour leur pays ? Un paramètre peut sembler inquiétant. En tout cas, les nouvelles générations semblent de moins en moins prêtes à honorer la mémoire des anciens combattants, à tel point que les associations peinent à recruter de nouveaux porte-drapeaux pour les cérémonies officielles. Illustration dans le territoire de Belfort, Mélina Fachin. Le 8 mai, le 11 novembre. Mathéo n'a que 20 ans, mais il a l'engagement dans le cœur. Devant ce monument aux morts, dans son bel uniforme orné d'une cocarde tricolore, il mesure l'honneur d'être porte-drapeau lors de cérémonies officielles. Je suis fier de rendre hommage à tous ces anciens combattants. Ils se sont battus pour notre liberté. Ça nous concerne, nous jeunes, et il faut qu'on garde cette motivation. Le devoir de mémoire, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est le plus beau. Et pour cause, à part sa camarade Maëlys, 8 ans à peine. Parce que je veux plus la guerre. Les jeunes porte-drapeaux font figure d'exception, confirme Philippe Vincent, trésorier de l'Union nationale des combattants, l'UNC, du territoire de Belfort. On est en gros une bonne vingtaine et on manque automatiquement, parce que l'âge moyen est plutôt dans les 70-80 ans. Si personne prend le flambeau, dans 10 ans, ils seront plus là. Alors que devenir porte-drapeau ne demande aucune qualification particulière, explique son épouse Catherine Jardot. Il n'y a pas besoin d'être ancien combattant, il faut juste qu'ils aient une vraie raison de porter le drapeau. Il faut que ce soit une conviction personnelle. Il faut les encourager, il faut les informer. Je suis sûre qu'il y a plein de jeunes que ça intéresserait. Ils espèrent donc faire naître des vocations ici chez eux, mais aussi partout ailleurs en France, pour que de jeunes porte-drapeaux prennent la relève de leurs aînés. Belfort, Mélina Fachin, Europe 1. Et pour encourager les plus jeunes à s'engager pour la France, la journée défense et citoyenneté, autrefois appelée journée d'appel, sera réformée dès la rentrée prochaine. Les jeunes Français âgés de 16 à 25 ans participeront à des activités comme le tir sportif laser et pourront se mettre à la place de soldats grâce à la réalité virtuelle. De plus, cette journée obligatoire commencera par une cérémonie de levée des couleurs et par une Marseillaise. Les pompiers surveillaient toujours des points chauds hier soir, mais l'incendie de Sigean dans l'Aude est maintenant fixé. 630 hectares de végétation parcourus, 2 maisons touchées, l'une est détruite, l'autre très endommagée. Le feu s'était déclaré samedi à la mi-journée. 2 départements placés en alerte rouge au feu de forêt aujourd'hui, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Europe 1, il est 8h05. Un accord déséquilibré mais qui apporte une stabilité temporaire. Réaction du ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, suite à l'accord commercial conclu hier soir entre l'Union européenne et les États-Unis. Des droits de douane de 15% seront imposés à la plupart des produits européens exportés outre-Atlantique dès vendredi. Certains secteurs exemptés comme l'aéronautique, les semi-conducteurs ou encore les médicaments génériques. Sébastien Lebelzik, ce qui apparaît assez clairement ce matin, c'est que les États-Unis sortent grands gagnants de ce bras de fer avec Bruxelles. Si les deux parties se félicitent, ce sont bien les États-Unis qui sortent grands gagnants de cet accord commercial. En échange de droits de douane limités à 15% minimum sur les produits européens vendus aux États-Unis, l'Europe s'engage en effet à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie aux États-Unis, du gaz et du pétrole, et investir 600 milliards de dollars supplémentaires outre-Atlantique. Le chantage américain a donc fonctionné, l'Europe a cédé et Donald Trump se frotte les mains. Je pense que c'est bien d'être parvenu à un accord au lieu de jouer
jouer à des jeux. Je vous laisserai le dire, mais je pense que c'est le meilleur deal de tous les temps. Merci. Le meilleur deal, en effet, pour les États-Unis et le pire évité pour l'Union européenne qui risquait 30% de surtaxe. 6 mois de négociations très tendues ont été nécessaires pour parvenir à cet accord, sous la pression notamment de l'Italie et de l'Allemagne, en première ligne avec Ursula von der Leyen dans ces négociations. La présidente de la Commission européenne qui semblait dans ses petits souliers hier en Écosse lors de ce face-à-face avec un Donald Trump plus triomphant que jamais. Sébastien Lebelzik et d'autres négociations s'ouvrent aujourd'hui en Suède au sujet des droits de douane imposés aux produits chinois par les États-Unis. Des émissaires de Pékin et de Washington devraient acter la prolongation de 90 jours de la trêve annoncée en mai dernier dans cette guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales. Une centaine de pays représentés à New York dès aujourd'hui pour une conférence sur la solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien. Conférence coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite à l'ONU 4 jours après l'annonce par Emmanuel Macron de la reconnaissance prochaine de l'existence d'un État palestinien. Et Paris espère voir d'autres pays européens se lancer sur le même chemin au cours de cette réunion et ainsi sortir d'un certain isolement, Jacques Serret. Oui, Jean-Noël Barrot dit vouloir œuvrer sans relâche pour réunir d'autres pays susceptibles de reconnaître la Palestine. Le ministre lancera un appel ce lundi à New York pour, je cite, enclencher une dynamique encore plus ambitieuse et exigeante qui culminera le 21 septembre, jour de l'annonce solennelle de la reconnaissance de l'État palestinien par la France à l'Assemblée générale de l'ONU. La France est le premier pays du G7 à franchir le pas, se félicite Jean-Noël Barrot, et il en est persuadé. Des pays européens y confirmeront à leur tour leur intention de reconnaître l'État de Palestine. Reste que le ministre ne peut s'avancer davantage, car à ce stade, Paris paraît bien seul au sein du G7. Berlin n'envisage absolument pas de reconnaître un État palestinien à court terme. Londres se montre également très prudent, et Rome, avec Giorgia Meloni, estime qu'il est trop tôt, qu'il ne faut pas reconnaître un État avant qu'il n'existe. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et restez avec nous après le journal de 8h. Nous recevrons le député européen Mathieu Vallée du Rassemblement national et nous lui demanderons si la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien est prématurée. Une action coup de poing hier soir à l'aéroport d'Orly. Quelques dizaines de militants du collectif Nous Vivrons, engagés dans la lutte contre l'antisémitisme, se sont réunis dans une ambiance bon enfant devant le stand de Vueling pour réclamer des excuses de la part de la compagnie aérienne. Mercredi dernier, une cinquantaine d'adolescents français de confession juive étaient débarqués de force d'un vol Valence-Paris pour des raisons qui restent floues. Vueling parle de comportements inappropriés de la part des jeunes, ce que démentent plusieurs témoins. Un homme toujours activement recherché 3 jours après un spectaculaire accident de la route à Colomiers près de Toulouse. Une collision entre 2 voitures après un refus d'obtempérer. 3 enfants et leur mère se trouvaient dans le véhicule percuté. Ils ont été grièvement blessés mais sont désormais hors de danger. Une attaque sanglante dans une église catholique en République démocratique du Congo ce week-end. Au moins 43 morts samedi soir dans la province de l'Ituri à la frontière avec l'Ouganda. Massacre perpétré par les ADF, un groupe rebelle qui a prêté allégeance à l'État islamique. Vous écoutez Europe 1, il est 8h09. On peut regretter l'absence de suspense, mais le Tour de France a bel et bien été remporté par Tadej Pogačar. Oui, une 112e grande boucle largement dominée par le Slovène. C'est le 4e sacre de sa carrière. La dernière étape remportée hier sur les Champs-Élysées par le Belge Wout van Aert après un itinéraire exceptionnel. Les coureurs ont en effet gravi à 3 reprises la butte Montmartre, comme un air de déjà-vu, un an après les Jeux Olympiques. Ce clin d'œil au JO, très apprécié par les Parisiens venus en nombre malgré la pluie. Le reportage européen de Wilfried de Villers. Une foule en liesse que la pluie battante ne fait pas fuir. En plein cœur de Montmartre, des centaines de personnes ovationnent les coureurs dans la montée de la rue Le Pic. Gapette jaune détrempée vissée sur la tête, Robin est aux premières loges sur le bord de la route. Tout le monde est à fond, même les coureurs, je pense qu'ils apprécient finir le tour comme ça plutôt que sur une ambiance un peu feutrée. Là au moins il y a encore un dernier feu d'artifice, un dernier bouquet final, c'est pas mal. Le Belge Wout van Aert attaque rue Le Pic et arrache 10 minutes plus tard la dernière victoire d'étape du Tour. Une victoire que Thomas aurait bien vue française, même s'il salue les performances tricolores. Ça reste un bon tour pour les Français cette année. Il n'y a pas que les victoires. Kevin Vauquelin qui est dans le top 10, il fait une excellente saison. Qui s'accroche à chaque fois dans le groupe maillot jaune, c'est un très bon souvenir pour les Français. David, lui, se prend à rêver d'une victoire française l'année prochaine. La dernière remonte à 1985. Bernard Hinault, c'était le dernier, ça ne rajeunit pas. On aimerait le Bernard Hinault de 2026, donc voilà, on y croit et on a toutes les qualités pour. Il faut juste le petit coup de pouce, on n'est pas loin. En attendant, cette année, c'est bien Tadej Pogačar qui a tout écrasé avec plus de 4 minutes d'avance au classement général sur son grand rival Jonas Vingegaard. C'est une machine et ça ne fait que commencer, lâche un homme dans le public rassemblé à Montmartre.
Wilfried De Villers. Et puis en football, les Anglaises conservent leur titre de championne d'Europe. Celles que l'on surnomme les Lyonnaises se sont imposées en finale de l'Euro hier soir face à l'Espagne à l'issue de la séance de tir au but. Une belle revanche pour l'Angleterre, battue par la Roja en finale du dernier mondial il y a 2 ans. Merci Maël, votre journal de 8h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. La météo des plages à 8h11, Stéphanie. Et sur les côtes de la Manche, un indice UV très élevé du côté de Saint-Malo. Il est de 8. Et à l'intérieur de l'eau, cet après-midi, vous aurez 20 degrés. Côté Atlantique, on va relever 20 degrés dans l'eau à la Baule. Et puis, je vous parle maintenant des plages de la Méditerranée avec un indice UV de 8 tout le long de la côte méditerranéenne. Donc, protégez-vous, c'est très important. On va relever cet après-midi 24 degrés dans l'eau à Port-Grimaud et 27 degrés dans l'eau sur la plage de Bastia. Et je vous rappelle que Mistral et Tramontane soufflent fort aujourd'hui avec des rafales pouvant aller jusqu'à 100 km/h, ce qui accentue le risque de départ de feu. C'est la raison pour laquelle Météo France a placé 2 départements en vigilance rouge, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Merci Stéphanie. Vous restez avec nous à suivre dans un instant la grande interview Europe 1. Nous recevons ce matin l'eurodéputé Rassemblement National Mathieu Vallée. La situation politique en France, l'avenir de la droite, le budget, Bruno Retailleau et bien sûr la reconnaissance française à venir d'un État palestinien. Nous aborderons ces sujets-là avec lui. À tout de suite sur Europe 1.